Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous parler des tableaux en langage C, qui est une manière pour stocker des données dans la mémoire. Ce chapitre sur les tableaux sera subdivisé en deux vidéos. La première, dans laquelle je vais vous présenter ce qu'on appelle les tableaux unidimensionnels, et dans la seconde, on va parler des tableaux bidimensionnels ou les matrices. Les tableaux font partie de la famille des types composés, au même titre que les chaînes de caractères, et ce qu'on appelle les types structurés, qui est une sous-famille des types composés, et qui contient des structures qui permettent de regrouper plusieurs variables, les énumérations qui servent à regrouper des constantes de type entier, et enfin les unions qui, comme les structures, regroupent plusieurs variables, mais qui partagent la même adresse mémoire. Les tableaux sont une suite de variables de même type situées à un espace contigu en mémoire. Concrètement, il s'agit de grosses variables pouvant contenir plusieurs valeurs de même type. Lorsque vous demandez par exemple à créer un tableau de 5 cases en mémoire, votre programme demande au système d'exploitation la permission d'utiliser 5 espaces en mémoire. Ces espaces en mémoire seront successifs et disposés les uns après les autres. Et il n'y aura pas de trou au milieu. Si le tableau est de type short, alors chaque case du tableau contiendra un short. On ne peut pas créer un tableau contenant par exemple à la fois des entiers de type long et des réels de type double. Dans l'exemple, on a un tableau qui contient 5 valeurs de type short. 0, moins 99, 5, 18 970 et moins 852. Et chacune de ces valeurs possède une adresse mémoire propre à elle. Les adresses mémoire que j'ai données dans cet exemple ne sont pas réelles. C'est seulement pour banaliser le problème, parce que normalement un entier de type short il est codé sur 2 octets et non pas un seul. Le langage C offre la possibilité de créer et gérer des tableaux unidimensionnels qu'on peut voir comme des vecteurs, bidimensionnels comme les matrices et aussi multidimensionnels. Il n'y a aucune limite déclarée pour le nombre de dimensions possibles pour un tableau en langage C. La seule limite que vous aurez, c'est la mémoire de votre ordinateur. On commence par les tableaux unidimensionnels. Dans la définition, un tableau unidimensionnel T est une variable formée d'un nombre entier n de variables simples de même type qui sont appelées les composantes du tableau. Chaque composante possède un indice qui est un entier représentant sa position dans le tableau. En langage C, les indices d'un tableau commencent par 0. Aussi, il ne faut pas confondre les indices avec les adresses mémoire, ce sont deux choses complètement différentes. Pour ce qui est de la syntaxe, pour déclarer un tableau unidimensionnel en C, on doit spécifier 3 informations importantes. La première correspond au type du tableau, qui est aussi le type de chacune de ses composantes. La deuxième est le nom du tableau, qui est un simple identifiant. Et la troisième et dernière information est le nombre de composantes du tableau qu'on doit expliciter entre des crochets. Dans cet exemple, on a déclaré un tableau V qui contient 10 composantes de type float, en écrivant float V entre crochets le nombre de composantes du tableau qui est ici 10. D'un autre côté, il est possible d'initialiser un tableau lors de sa création. Juste après le crochet de fermeture, on affecte au tableau les valeurs séparées par des virgules, et le tout entre 2 accolades, une ouvrante et une autre qui est fermante. On prend par exemple un tableau nommé W composé de 5 composantes de type long et qu'on a initialisé avec les valeurs 11, 22, 33, 44 et 55. L'ordre des valeurs entre accolades correspond à l'ordre de stockage de ces valeurs dans la mémoire. La première valeur dans la première case, la seconde valeur dans la seconde case, et ainsi de suite. Il est aussi possible d'initialiser toutes les cases du tableau avec la valeur 0 en l'explicitant toute seule entre accolades. Néanmoins, cette syntaxe n'est valable que pour la valeur 0, c'est-à-dire si vous voulez initialiser toutes les valeurs du tableau avec une même valeur qui est différente de 0, il faudrait le faire case par case. On reprend le premier exemple, mais cette fois
sans spécifier la taille pour le tableau. De manière générale, le compilateur a besoin de connaître la taille à allouer pour déclarer un tableau, c'est-à-dire le nombre de cases dont il a besoin. Mais vous avez la possibilité de ne pas expliciter ce nombre de composantes, mais vous serez obligé d'initialiser le tableau. Dans ce cas-là, le nombre de cases à allouer correspond au nombre de valeurs explicitées entre les deux accolades. Ainsi, il va mettre chaque valeur dans l'espace mémoire correspondant suivant l'ordre spécifié. On reprend le même exemple, mais avec une taille qui est plus grande. Dans ce code, on a déclaré un tableau de 10 cases, mais on l'a initialisé avec seulement 5 valeurs. Ce qui va se passer, c'est qu'il va remplir les 5 premières cases avec les valeurs correspondantes et compléter le reste par des zéros. À partir du C99, il est possible d'initialiser un tableau en visant directement des cases spécifiques dans celui-ci. Ainsi, on spécifie le numéro de la case en question entre des crochets suivi du symbole d'affectation et de la valeur à enregistrer en mémoire. Aussi, il est possible de mélanger cette syntaxe avec la précédente en spécifiant des valeurs avec ou sans position. Dans cet exemple, on a déclaré un tableau nommé W composé de 10 cases. Aussi, on a initialisé uniquement certaines cases. La quatrième à laquelle on a affecté la valeur 10, la septième à laquelle on a affecté la valeur moins 99 et la dernière avec la valeur 5. Pour le reste, il sera automatiquement complété par des zéros. On prend un autre exemple d'un tableau déclaré avec 10 composantes de type long. Pour ce qui est de l'initialisation, nous avons rempli les deux premières cases avec les valeurs 11 et 23. Ensuite, on va sauter à la case numéro 3, qui est la quatrième, et on va y placer la valeur 77. Juste après, on a spécifié la valeur 66 sans indice. Dans ce cas-là, il va continuer et placer la valeur dans la case numéro 4. Par la suite, on va sauter à la case numéro 8 pour y mettre la valeur 5 et stocker la valeur qui suit qui est moins 1 dans la dernière case du tableau. Enfin, le reste des cases sera rempli par des zéros. Pour accéder à l'une des composantes d'un tableau, on utilise le nom du tableau suivi de deux crochets entre lesquels on spécifie le numéro de la case à modifier. Ensuite, si on veut récupérer la valeur en mémoire, on peut soit l'affecter à une autre variable, l'afficher ou l'utiliser comme opérande dans une opération. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous accédez à une composante du tableau, vous pouvez la manipuler comme si c'était une simple variable. Dans cet exemple, on a un tableau nommé W qui contient 5 cases de type long et initialisé avec des valeurs pour chacune des cases. Il est possible de prendre l'une des valeurs du tableau et l'affecter à une variable. Par exemple, on va déclarer une autre variable nommée A qui est aussi de type long et à laquelle on va affecter W de 3, qui est équivalente à la valeur de la quatrième case du tableau, qui est dans notre cas la valeur 44. Il est aussi possible d'utiliser une des composantes du tableau pour une opération. Par exemple, on va déclarer notre variable nommée B, qui est aussi de type long, et à laquelle on a affecté le résultat de l'opération de la valeur de la troisième case W de 2 plus 10. Il est aussi possible d'afficher directement la valeur de l'une des composantes d'un tableau avec la fonction printf. Dans cet exemple, on a affiché la valeur de la dernière case du tableau qui est W de 4 en écrivant printf avec le format %li qui correspond au type long et comme second paramètre de la fonction printf, on a placé W de 4 qui correspond à la dernière case du tableau. Pour changer la valeur d'une composante d'un tableau, il faut accéder à la case en question en utilisant le nom du tableau, suivi de deux crochets entre lesquels on spécifie le numéro de la case à modifier. Ensuite, avec l'opérateur d'affectation, on affecte la nouvelle valeur. Il est aussi possible d'entrer une nouvelle valeur saisie au clavier avec la fonction scanf. Dans cet exemple, on a un tableau appelé W qui contient 5 cases de type long.
et initialisé avec des valeurs pour chaque case. Il est possible d'affecter une valeur à l'un des éléments d'un tableau. Par exemple, on va affecter la valeur moins 99 à la case d'indice numéro 2 en utilisant tout simplement l'opérateur d'affectation, en écrivant W de 2 égale moins 99. Il est aussi possible de lire une valeur pour l'une des cases d'un tableau avec la fonction de lecture depuis l'entrée standard scanf. Par exemple, on peut lire une valeur pour la seconde case du tableau dont l'indice est 1. Le format utilisé doit correspondre au type du tableau. Aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser l'opérateur « et » pour l'accès à l'adresse mémoire de la case pour laquelle on veut lire une valeur depuis l'entrée standard, en écrivant scanf %li qui est le format qui correspond au type langue, et comme second paramètre, on va mettre le « et » w de 1. D'un autre côté, il se peut que vous ayez à programmer des traitements qui vont s'appliquer sur toutes les composantes d'un tableau. Malheureusement, il n'est pas possible d'appliquer ces traitements d'un seul coup. Si on prend par exemple un tableau nommé V de type int et qui contient 10 cases qu'on a initialisées avec la valeur 0. Si vous voulez afficher toutes les valeurs du tableau sur l'écran, multiplier toutes les valeurs par 2 ou lire des valeurs pour les éléments du tableau depuis l'entrée standard, vous n'avez pas le droit de le faire de cette manière. D'ailleurs, quand vous utilisez le nom d'un tableau sans spécifier l'indice de l'une de ces cases, cela va vous donner l'adresse mémoire du tableau lui-même, qui correspond à l'adresse mémoire de la première case du tableau, dont l'indice est 0. Je ne vais pas donner plus de détails sur cela pour le moment, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous ne pouvez pas traiter un tableau comme une simple variable. Pour ce faire, il faut que le traitement soit appliqué sur chacune des composantes du tableau, case par case. Pour y parvenir, on peut utiliser une boucle pour parcourir les indices des composantes du tableau. Et là, toutes les instructions itératives qu'on a vues précédemment, à savoir for, while et do while, peuvent être utilisées pour ce cas de figure. Et à chaque itération, on va accéder à l'un des éléments du tableau pour lui appliquer le traitement escompté. Pour mieux comprendre comment utiliser les boucles pour appliquer les traitements sur tous les éléments d'un tableau, on va voir un exemple détaillé sur l'environnement dev C++. On va commencer par déclarer notre tableau qu'on va appeler par exemple V, et on va dire qu'il contient 5 cases de type float. Par la suite, on va lire les valeurs de chaque composante du tableau. Pour ce faire, on va utiliser une boucle qui va parcourir les indices du tableau et lire, en utilisant la fonction scanf, une valeur depuis l'entrée standard. Alors, on va mettre une boucle for avec un compteur i qu'on va initialiser à 0 parce que c'est l'indice de la première case du tableau. Et on va dire qu'on va incrémenter i jusqu'à ce qu'elle devienne égale à 4. Parce que là, on a 5 cases dans le tableau. Le premier indice, c'est 0, et le dernier, ce sera 4. Donc, il va varier dans l'intervalle fermé 0, 4. Et on va incrémenter notre compteur de 1 à chaque itération. Et à l'intérieur de la boucle, on va mettre un simple scanf. Pourcentage F, c'est le format correspondant au type float. Et là, on va mettre l'adresse V de i. Là, avec cette instruction, donc à chaque itération, la boucle va nous donner une valeur pour le compteur i qu'on va donner au tableau pour qu'il puisse accéder à l'une des cases du tableau, puisque i va varier de 0 à 4. On peut aussi ajouter, si l'on veut, un printf avant le scanf pour signaler le numéro de la case pour laquelle on veut lire une valeur. Donc là, je vais ajouter un simple printf. Je vais par exemple mettre des crochets, pourcentage d par exemple, égal, et je vais mettre la valeur de i, tout simplement, qui va être affichée avec ce format-là, des crochets, la valeur de i entre deux crochets et le égal. On va tester tout ça. Donc là, comme vous le voyez, quand on a exécuté, il nous a donné le 0 entre crochets, puisque c'est la première case du tableau.
On va lui donner une valeur, par exemple 1.8. Deuxième case, 6.8 par exemple. 1.9, 90.8 par exemple. Et on va mettre par exemple moins 5.9 par exemple. Donc là, on a rempli, si vous voulez, le tableau avec ces différentes valeurs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer notre traitement pour afficher tout simplement les valeurs qui sont stockées dans le tableau. Donc pour ce faire, on va faire une autre boucle for. Int i, qu'on va là aussi initialiser à 0. Notre compteur il va varier entre 0 et 4. Et on va incrémenter notre compteur de 1 à chaque itération. Et on va mettre un simple printf qui va afficher les valeurs séparées par des tabulations. Donc pour les tabulations, on a un caractère spécial pour ça, c'est l'anti-slash t. Une tabulation, c'est une sorte de grand espace qui est inséré automatiquement. Et pour l'insérer, on utilise le caractère spécial anti-slash t. Et ensuite, on va mettre v de i. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre traitement qui va diviser toutes les valeurs dans le tableau par 2. Et on va afficher le résultat sur l'écran par la suite. Alors là, on va faire aussi une autre boucle. Donc on va utiliser par exemple une boucle while. On va créer un compteur qu'on va appeler k, qu'on va initialiser à 0. Une boucle while qui va répéter ces traitements tant que k est inférieur ou égal à 4. Et à l'intérieur de la boucle, on va diviser chaque élément du tableau sur 2. Alors, on va mettre v de k égale v de k sur 2. On peut écrire ça autrement si on veut, en utilisant l'opérateur de division puis affectation. Donc en écrivant v de k, division égale 2. Les deux syntaxes sont similaires, donc on peut utiliser soit l'une, soit l'autre. Donc je vais mettre l'une des deux en commentaire. Ensuite, il ne faut pas oublier d'incrémenter le k, parce que, comme vous le savez, la boucle while ne permet pas d'incrémenter ou de gérer automatiquement un compteur, à la différence de la boucle for. Donc il faut faire ça manuellement. Et ensuite, on va reprendre ce même traitement pour réafficher les valeurs du tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un retour à la ligne juste là. Printf anti/n. Comme ça, il va afficher les valeurs du tableau avant et après la division des éléments sur 2. On va tester tout ça. Je vais donner des valeurs, par exemple 1.2, 2.4, 3.5, 6.9 par exemple et 7.19 par exemple. Donc là, comme vous le voyez, sur la première ligne, c'est les valeurs qui sont dans le tableau. C'est les valeurs qu'on a entrées. Dans la seconde ligne, c'est les valeurs qui sont dans le tableau, mais divisées par 2. Parce qu'on a fait un traitement dans la boucle while qui va diviser chacune des valeurs dans le tableau par 2. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc 1.2 devient 0.6, 2.4 devient 1.2, 3.5 devient 1,75, 6.9 devient 3.45 et 9.19 devient 3.595. Pour conclure, les composantes d'un tableau sont considérées comme de simples variables que vous pouvez manipuler comme vous le voulez. Dans le cas où vous voulez appliquer les traitements sur tous les éléments d'un tableau, il faut le faire case par case, en parcourant les indices du tableau avec une boucle. Cette première partie sur les tableaux prend fin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des tableaux à 2 dimensions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.